Introduction à la dynastie. Tudor. Bienvenue dans ce voyage à travers l'époque fascinante de la dynastie Tudor. Une période charnière de l'histoire anglaise, marquée par des bouleversements profonds et des transformations durables. Les Tudors, famille d'origine galloise, se sont tissés au sommet du pouvoir à la fin du XVe siècle grâce à Henri Tudor, futur Henri VII, un roi dont l'ascension symbolise la fin de la guerre des Deux Roses. Ce conflit sanglant opposait les maisons rivales de Lancastre et d'York. Et la victoire d'Henri VII en 1485 instaure une nouvelle ère pour l'Angleterre. Son accession au trône ne se fait pas sans difficulté. Elle représente la consolidation d'un pouvoir fragilisé par des décennies de lutte civile. Henri VII, père fondateur de la dynastie Tudor, met en place une politique de centralisation du pouvoir, visant à renforcer l'autorité royale face à la noblesse tumultueuse. Ce prince avisé s'appuie sur des réformes administratives et financières qui permettent de restaurer la stabilité. La paix intérieure qu'il instaure ouvre la voie à un renouveau économique et culturel. Son mariage avec Élisabeth d'York symbolise l'union des deux maisons rivales, un acte politique majeur destiné à apaiser les divisions. Ainsi se construit la légitimité des Tudors, fondée non seulement sur la victoire militaire, mais également sur une habile stratégie matrimoniale. L'importance de la dynastie Tudor ne se limite pas à son rôle politique. Elle est le théâtre d'épisodes historiques qui façonnent durablement l'Angleterre. Henri VIII, fils d'Henri VII, est sans doute la figure la plus emblématique. Son règne, débutant en 1527, est marqué par des décisions qui bouleversent la société, notamment la rupture avec l'Église catholique romaine et la création de l'Église anglicane. Ce choix capital résulte en partie de son désir personnel d'obtenir un héritier mâle, condition cruciale pour la pérennité de la dynastie. Cette rupture religieuse plonge le royaume dans des conflits intenses, mais elle témoigne aussi de l'entière souveraineté du monarque. Le règne d'Henri VIII se caractérise également par des intrigues dynastiques, des mariages multiples et des tragédies familiales. Parmi ses épouses, Anne Boleyn occupe une place particulière. Leur union, souvent analysée sous l'angle romantique, cache en réalité une lutte de pouvoir qui aboutit à l'exécution de la reine et à un changement profond dans la ligne de succession. Ce contexte familial compliqué illustre les enjeux permanents du pouvoir Tudor. Alliance instable, fidélité fluctuante et menace constante sur le trône. Chacune de ces décisions affecte non seulement la cour, mais aussi tout le royaume. Au-delà de la sphère privée, les Tudors doivent composer avec des défis extérieurs nombreux. Les menaces des puissances européennes telles que la France et l'Espagne exigent diplomatie et force militaire. Sous leur règne, l'Angleterre s'affirme progressivement sur la scène internationale. Des expéditions maritimes ambitieuses préfigurent la future expansion coloniale. Ces actions contribuent à changer la perception du pays dans le monde et à poser les bases d'une influence durable. Dès lors, la dynastie Tudor incarne une période de transition où se mêlent innovation, résistance et adaptation constante aux circonstances politiques. Élisabeth Ier, dernière grande souveraine Tudor, incarne à son tour cette dualité entre continuité et changement. Son règne, qui débute en 1558, s'inscrit dans un contexte où les rivalités religieuses persistent, mais où la culture florissante rayonne. Élisabeth est reconnue pour son habileté politique et son charisme mesuré, qui lui permettent de maintenir l'équilibre fragile entre catholiques et protestants. Elle favorise aussi le développement des arts et des sciences, encourageant des figures comme Shakespeare. Son portrait illustre une monarchie à la fois prudente et audacieuse, soucieuse d'assurer la stabilité tout en favorisant l'épanouissement culturel. L'ère Tudor se distingue également par des transformations sociales et économiques profondes. La croissance des villes et l'essor du commerce
favorise l'émergence d'une bourgeoisie influente, modifiant l'équilibre traditionnel entre noblesse et peuple. De nouvelles idées circulent, attisant curiosité et débat. Cette période voit aussi les prémices de la Renaissance anglaise, avec un intérêt renouvelé pour les humanités et l'apprentissage. Les innovations dans les techniques agricoles et artisanales renforcent l'autonomie du royaume face aux fluctuations internationales. Ces changements contribuent à étoffer le contexte dans lequel s'inscrit la dynastie, rendant son histoire aussi complexe que passionnante. Au fil des 4 siècles suivants, l'empreinte des Tudors reste vive. Leur dynastie, bien que courte en durée, a profondément marqué l'identité anglaise. Elle est un symbole de modernisation et de confrontation aux défis du pouvoir absolu. Le récit des Tudors nous enseigne la fragilité des institutions face aux ambitions individuelles, mais aussi la capacité d'un royaume à se réinventer dans l'adversité. Leur succession tumultueuse, les alliances stratégiques et les conflits religieux incarnent les dynamiques essentielles qui façonnent une époque charnière de l'histoire européenne. Cette introduction pose ainsi le cadre d'une saga historique où se mêlent intrigues politiques, stratégie matrimoniale et évolution culturelle majeure. Comprendre la complexité de cette dynastie nécessite d'explorer les personnalités clés et les événements déterminants qui apparaîtront dans les chapitres suivants. Le récit sera empreint d'objectivité et de rigueur, privilégiant une approche factuelle pour révéler la richesse et la complexité de cette période. Nous continuerons avec une analyse approfondie des origines de la maison Tudor et des circonstances exactes qui ont conduit à son émergence. L'examen du contexte historique avant l'avènement de la dynastie permettra de mieux saisir les enjeux politiques et sociaux. Il s'agira de comprendre comment le fragile équilibre des pouvoirs médiévaux a cédé place à une monarchie renforcée, ainsi que le rôle joué par la guerre des 2 roses dans ce processus. Nous illustrerons la manière dont Henri VII a su stabiliser le royaume et poser les fondations d'un nouveau régime. Ce passage préparera efficacement le terrain pour l'étude détaillée des règnes successifs qui ont forgé le destin de l'Angleterre Tudor. Ainsi s'ouvre un chapitre passionnant de l'histoire, empreint de complexité et de nuances. La dynastie Tudor n'est pas seulement une succession de monarques, mais un condensé d'influences politiques, sociales et religieuses qui continuent d'alimenter l'intérêt des historiens et du public aujourd'hui. Poursuivons donc cet itinéraire avec rigueur, dans une perspective qui conjugue précision et pédagogie, pour découvrir les rouages de ce pouvoir légendaire et les hommes qui l'ont incarné. L'accession au trône d'Henri VII, Henri Tudor, est arrivé au pouvoir dans une période d'instabilité profonde, connue sous le nom de guerre des 2 roses, qui a opposé les maisons rivales de Lancastre et d'York pour la couronne d'Angleterre. Cette guerre civile, longue de près de 30 années, a fragilisé le royaume et affaibli la monarchie. Henri, issu de la maison de Lancastre, a su habilement capitaliser sur cet épisode chaotique pour revendiquer le trône. Son ascension au pouvoir ne fut pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie politique soigneusement élaborée et d'une série d'alliances déterminantes. Ce contexte explique en grande partie comment il a pu restaurer une certaine stabilité après des décennies de conflits. Avant son accession, Henri Tudor vivait en exil en Bretagne, un refuge sûr pendant la guerre. Son héritage était contesté, car ses droits au trône étaient faibles et son lien avec la famille royale existait principalement par sa mère. Cependant, son exil lui a permis de tisser des liens avec des puissances étrangères intéressées à voir un roi allié au trône anglais. La mort de Richard III à la bataille de Bosworth en 1485 a marqué un tournant crucial. Cette bataille fut décisive et s'est conclue par la victoire d'Henri, qui est devenu Henri VII. Sa victoire symbolise la fin de la guerre civile et le début d'une nouvelle ère monarchique en Angleterre. Henri VII a rapidement consolidé son règne en épousant Élisabeth d'York, un mariage politique destiné à unir les 2 maisons opposées,
et à légitimer sa position. Ce mariage fut essentiel pour stabiliser le royaume et apaiser les tensions persistantes. Par ce lien, il réconcilia les factions belligérantes tout en renforçant sa légitimité. Cette union fut également un signal fort aux nobles anglais, leur montrant que la paix pouvait être obtenue par la réunification plutôt que par la violence. Henri comprit ainsi l'importance des alliances matrimoniales dans la quête d'un pouvoir durable, s'efforçant de faire passer l'intérêt du royaume avant les intérêts personnels. Internement, Henri VII mit en place une administration centralisée qui renforça le pouvoir royal au détriment des grands seigneurs féodaux. Ce renforcement du pouvoir monarchique fut un élément clé de sa politique afin d'éviter le retour à l'anarchie qui avait précédé son règne. À travers des mesures institutionnelles, il limita les privilèges des nobles rebelles et établit un système de justice royale plus strict. Par exemple, il créa de nouvelles institutions chargées de surveiller les actes de rébellion ou de trahison potentielle. Cette approche administrative novatrice renforça la stabilité et aida l'Angleterre à sortir d'une période d'instabilité chronique. Henri VII a aussi œuvré pour restaurer les finances du royaume, gravement affectées par la guerre. Il mit en place une politique fiscale rigoureuse, visant à accroître les revenus de la couronne sans provoquer de troubles sociaux majeurs. Le roi instaura des impôts sur le commerce et sur les terres, mais il veilla à ce que les taxes soient perçues avec équité, ce qui renforça la confiance des citoyens. En parallèle, il développa le commerce extérieur, notamment avec les pays du continent, pour améliorer la prospérité nationale. Cette gestion minutieuse des ressources permit d'assurer la pérennité du pouvoir royal et de financer une armée permanente. La victoire d'Henri VII à Bosworth symbolise également une nouvelle conception de la royauté. Contrairement à ses prédécesseurs, il adopta une posture plus pragmatique et moins fondée sur la seule noblesse de sang. Le pouvoir royal ne reposait plus uniquement sur la naissance, mais aussi sur la capacité à gouverner efficacement et à maintenir la paix. Cette vision renouvelée fut indispensable pour redéfinir le fonctionnement de la monarchie. Henri comprit que la légitimité devait être consolidée non seulement par des alliances dynastiques, mais aussi par la création d'une administration responsable et cohérente. La montée au trône d'Henri VII fut un processus complexe impliquant de nombreux acteurs, rivalités et manœuvres politiques. Son règne s'est également caractérisé par une vigilance constante face aux menaces de rébellion, souvent fomentées par les partisans de la maison d'York ou de prétendants concurrents. Pour sécuriser son autorité, il utilisa habilement la justice et la diplomatie, intégrant les anciens ennemis par des titres et des terres en échange de leur loyauté. Cette politique d'intégration contribua à pacifier le royaume et posa les bases d'une monarchie durable. L'élimination graduelle des rivaux d'Henri VII s'accompagna d'une surveillance accrue des nobles susceptibles de remettre en cause son autorité. Grâce à un réseau d'espions et de conseillers fidèles, il put anticiper les complots et désamorcer les menaces avant qu'elles ne dégénèrent. Cette politique prudente reflète son souci de préserver la stabilité à long terme plutôt que de se livrer à des purges brutales. Par contraste, sa tolérance relative envers certains ennemis leur permit de contribuer à la reconstruction du royaume sous son règne. Le contrôle exercé par Henri VII sur la noblesse fut également marqué par la restauration et la création de nouvelles institutions. Le conseil privé, par exemple, devint un organe central de décision où étaient abordés les enjeux politiques, économiques et militaires. Cette structure favorisa une gouvernance plus collégiale et organisée. Par ailleurs, Henri réforma la justice en favorisant les tribunaux royaux, au détriment des juridictions seigneuriales. Cela permit d'affirmer l'autorité royale dans toutes les provinces anglaises, limitant ainsi les pouvoirs locaux susceptibles de menacer l'unité nationale. L'existence d'une armée permanente sous le contrôle direct du roi fut une innovation majeure. Contrairement aux précédentes dynasties, Henri VII investit dans une force militaire fidèle à la couronne,
capable de répondre rapidement aux révoltes ou aux invasions. Cette armée était financée par des ressources fiscales permanentes, ce qui renforce encore l'impression d'un État centralisé moderne. Cette capacité militaire nouvelle dissuada les adversaires internes et externes, contribuant à faire de la monarchie anglaise une institution plus stable et respectée. L'arrivée d'Henri VII au pouvoir marque le début d'une période de transition entre un Moyen Âge troublé et une Renaissance pleine de défis et d'opportunités. Ce roi fut le pionnier d'une dynastie, les Tudors, qui allait profondément transformer la société anglaise. En conjuguant habilement stratégie matrimoniale, réformes institutionnelles et diplomatie mesurée, Henri posa les fondations d'une monarchie forte, capable de diriger un royaume en quête de paix et de prospérité. Le roi tint aussi à renforcer le prestige symbolique de la couronne. Il fit restaurer des châteaux et des résidences royales en y ajoutant un éclat nouveau, symbolisant un État renaissant. Ces choix architecturaux étaient autant d'affirmations visuelles de la puissance retrouvée de la monarchie Tudor. Ce souci de mettre en valeur l'institution royale participa à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté nationale sous l'autorité d'un souverain fort. Enfin, la victoire d'Henri VII et l'établissement de sa dynastie permirent de mettre un terme aux guerres intestines qui ravageaient l'Angleterre depuis bientôt 30 années. Sa politique d'unification et de pacification fut un préalable indispensable au développement social, économique et culturel que le pays allait connaître dans les décennies suivantes. Ce règne inaugure ainsi une nouvelle ère, où la monarchie anglaise s'affirme comme une institution capable de maintenir la paix tout en adaptant son pouvoir aux exigences du temps. Ce passage de la guerre à la paix sous Henri VII se fit donc à travers un ensemble d'éléments imbriqués. Victoire militaire, alliances politiques, réformes administratives, diplomatie prudente et renforcement du pouvoir royal. Ces éléments combinés expliquent pourquoi son règne est considéré comme le point de départ d'une période prospère et durable dans l'histoire anglaise. La mise en place de bases solides permit à la dynastie Tudor de s'imposer durablement, malgré les défis et les conflits qui ponctuèrent la suite de cette histoire fascinante. Alors que nous laissons derrière nous l'accession d'Henri VII au trône, il devient essentiel d'examiner plus avant les développements qui ont suivi, notamment le rôle de ses successeurs dans la consolidation de ce royaume renaissant. Leur action complémentaire prolongea l'œuvre de ce premier Tudor, naviguant entre tradition et innovation pour inscrire durablement la monarchie dans l'histoire de l'Angleterre. La suite de notre récit dévoilera ces étapes cruciales et leurs conséquences profondes. La consolidation du pouvoir. Tudor Henri Tudor, couronné roi d'Angleterre en 1487, s'est trouvé à la tête d'un royaume marqué par des années de guerre civile et d'instabilité politique. Pour asseoir son pouvoir, il a adopté des stratégies minutieuses et pragmatiques, évitant les démonstrations de force inutiles et misant sur des alliances solides, qu'elles soient matrimoniales ou politiques. Cette approche lui a permis de stabiliser progressivement le royaume, posant ainsi les bases de la dynastie Tudor. Dès son avènement, Henri s'est attaché à gommer les traces des conflits passés. Il a ainsi épousé Élisabeth d'York, cette union scellant la réconciliation entre les maisons concurrentes de Lancastre et d'York, mettant fin à un long cycle de querelles sanglantes. Ce mariage symbolique a envoyé un message clair à la noblesse et à ses opposants. Une nouvelle ère de paix relative était annoncée. Ce choix n'était pas seulement symbolique, il avait une portée politique puissante. Parallèlement, Henri VII a renforcé le pouvoir royal en limitant celui des grands seigneurs qui avaient jadis défié la couronne. Il a utilisé la justice et le droit pour affaiblir des familles influentes susceptibles de fomenter des rébellions. Plusieurs nobles récalcitrants furent emprisonnés ou mis à l'écart et leurs terres confisquées. Cette politique, loin d'être brutale, fonctionnait sur la menace subtile et la loi, évitant les affrontements directs qui auraient fragilisé son autorité.
En matière fiscale, Henri Tudor a fait preuve d'un pragmatisme certain. Il a créé une administration plus efficace pour collecter les taxes et gérer les finances royales, ce qui a assuré une meilleure rentabilité des ressources du royaume. Cette gestion rigoureuse lui a assuré une indépendance financière essentielle pour faire face à toute opposition. Il était conscient que la stabilité économique soutenait la stabilité politique. Les rébellions, bien que sporadiques, n'ont jamais cessé de menacer le fragile équilibre instauré. Henri VII a su répondre par une combinaison de fermeté et de conciliation. Des conspirations comme celle de Lambert Simnel et de Perkin Warbeck, prétendant au trône, ont été rapidement étouffées grâce à un réseau d'espions et à une répression ciblée. Ces événements ont confirmé la vigilance accrue du roi et le rôle central qu'il attribuait au renseignement et à la sécurité intérieure. Le monarque s'est également entouré de conseillers compétents et loyaux. Des figures telles que Sir Reginald Bray ou Sir Thomas Lovell contribuèrent grandement à l'administration du royaume et à la mise en œuvre de la politique royale. Leur expertise et leur fidélité sont devenus les piliers du gouvernement Tudor, garantissant à Henri un soutien stable au cœur même de son pouvoir. Sur le plan diplomatique, Henri Tudor a opté pour un équilibre visant à maintenir la paix avec les voisins européens. Il a conclu des accords matrimoniaux pour assurer le soutien de puissances comme l'Espagne et la France. Ces alliances ont constitué un rempart contre des invasions potentielles ou des coalitions opposées, tout en renforçant la position internationale de l'Angleterre. Henri démontrait ainsi une réelle habileté politique. Le roi a également promu une certaine centralisation administrative, limitant l'autonomie des provinces et s'appuyant sur une justice royale étendue. Les institutions locales furent redéfinies pour mieux refléter l'autorité du trône. Ce resserrement des liens entre la couronne et le royaume a contribué à une unité renforcée, indispensable pour le calme politique sur le long terme. Les nouvelles lois promulguées sous son règne visaient à condamner sévèrement les actes de trahison et de sédition. Chaque tentative de contestation du pouvoir était frappée avec rigueur, souvent accompagnée de confiscation de biens ou d'exil. Henri Tudor démontrait ainsi que le pouvoir royal ne pouvait être défié sans conséquence. Cette fermeté servait à dissuader toute velléité d'insurrection future. Dans le milieu économique, Henri a encouragé l'expansion du commerce intérieur et international, conscient que la prospérité économique renforcerait la légitimité du pouvoir. Il soutenait les guildes et favorisait les commerçants, ce qui contribua à une croissance modérée mais stable. Une société économiquement florissante répondait mieux aux exigences de paix et de loyauté envers le roi. Le rôle de l'Église sous Henri Tudor fut également déterminant. Il a cultivé de bonnes relations avec le clergé, chargé non seulement des affaires spirituelles, mais aussi du maintien de l'ordre social. Cette alliance assurait un soutien moral et institutionnel supplémentaire à sa politique, renforçant encore sa position face à ses ennemis. Le royaume Tudor bénéficiait ainsi d'un équilibre complexe mais efficace entre pouvoir temporel et religieux. Henri VII ne s'est aussi appuyé sur une politique matrimoniale pour ses enfants, visant toujours à consolider cette position fragile. En associant sa descendance aux familles royales européennes, il préparait l'avenir politique de son héritage, afin d'éviter de futurs conflits internes et d'étendre l'influence anglaise. Cette vision stratégique sur plusieurs générations soulignait son ambition pour la dynastie. Enfin, le règne d'un Henri Tudor incarne la transition entre un Moyen-Âge agité et une époque plus stable, annonçant la Renaissance et les transformations majeures à venir. Sa capacité à conjuguer prudence, fermeté et diplomatie posa les fondations d'une monarchie forte, capable de surmonter les crises internes. La dynastie Tudor allait bientôt connaître une renommée mondiale, portée par l'héritage qu'il laissait. Cette consolidation du pouvoir n'est toutefois que le début d'une histoire riche en rebondissements,
défiant parfois les attentes. Les tensions entre autorité et liberté, tradition et innovation allaient grandir sous ses successeurs, ouvrant de nouvelles voies pour la monarchie anglaise. Cette période invite à une analyse plus approfondie de ses conséquences politiques et sociales. Nous poursuivrons ainsi cet examen dans la suite de notre récit, explorant les épisodes suivants de la dynastie Tudor. Le règne controversé d'Henri VIII. Henri VIII naquit en l'an 1527, fils du roi Henri VII et d'Élisabeth d'York, incarnant un mélange de sang Tudor et Plantagenet. Dès sa jeunesse, il montra un tempérament vif et une passion pour le sport, la musique et la chevalerie. Qualités qui firent de lui un prince charismatique, apprécié pour son charme et sa vigueur physique. Cette énergie physique et cette personnalité affirmée allèrent bientôt imprégner son règne d'une manière profonde et souvent tumultueuse. Monté sur le trône à l'âge de 17 ans, il hérita d'un royaume marqué par des tensions religieuses et politiques, mais il projeta rapidement une vision ambitieuse et autoritaire. Sa quête de puissance et de légitimité passa par des mariages successifs, chacun influençant directement la politique intérieure et extérieure de l'Angleterre. Son premier mariage avec Catherine d'Aragon, fille des rois catholiques d'Espagne, visait à consolider une alliance stratégique. Pourtant, cette union, débutée avec espoir, devint une source de conflits majeurs. Henri VIII espérait un héritier mâle pour assurer la continuité de la dynastie. Mais son épouse ne parvenait pas à donner naissance à un fils survivant, uniquement une fille, Marie. Cette absence d'héritier direct sema le doute sur la stabilité du royaume. Henri chercha donc à annuler son mariage, invoquant des raisons religieuses et juridiques, ce qui provoqua une crise sans précédent avec l'Église catholique. Le pape refusa catégoriquement d'annuler l'union, ce qui engendra une rupture durable. Pour surmonter ce blocage, Henri déclara l'autorité suprême du monarque sur l'Église d'Angleterre, initiant ainsi la création de l'anglicanisme. Cette décision bouleversa le paysage religieux européen, faisant de l'Angleterre un royaume indépendant de Rome, avec le roi comme chef spirituel. Cette manœuvre politique renforça son pouvoir personnel, mais suscita aussi de vives oppositions à l'intérieur du pays. Certains membres de la noblesse et du clergé furent exécutés pour trahison, illustrant la dureté de son règne. Henri épousa 6 fois, chaque mariage apportant son lot de drames et de conséquences. Après Catherine d'Aragon, vint Anne Boleyn, femme ambitieuse dont la relation avec Henri fut passionnée. Elle donna naissance à Élisabeth, future reine célèbre, mais échoua en fournissant un héritier mâle. Accusée d'adultère et de trahison, Anne fut exécutée, un événement qui fit scandale mais renforça la position royale. Sa mort illustrait les risques politiques liés aux alliances matrimoniales. Le 3e mariage avec Jeanne Seymour fut court mais crucial. Jeanne donna enfin à Henri le fils tant désiré, Édouard, assurant une lignée directe. Malheureusement, elle mourut peu après l'accouchement, plongeant le roi dans un deuil sincère. Cette perte accentua son besoin de stabilité et d'héritier, le poussant vers d'autres unions. Son 4e mariage avec Anne de Clèves fut une alliance politique ratée, basée sur une promesse non tenue de beauté et de convenance, et fut rapidement annulée. Catherine Howard, la 5e épouse, fut jeune et vive, mais son comportement suscita des scandales. Accusée d'infidélité, elle fut exécutée. Ce drame reflète la brutalité avec laquelle Henri gérait les problématiques conjugales, mêlant pouvoir personnel et justice implacable. Sa dernière épouse, Catherine Parr, vécut plus longtemps et joua un rôle apaisant, contribuant à la réconciliation royale avec certaines factions de la noblesse et du clergé avant le décès du roi. Le règne d'Henri VIII est marqué par ses mariages successifs qui reflètent ses priorités dynastiques et politiques. Cette série de noces,
entre amour passionné, calcul politique et tragédie, a profondément transformé la monarchie anglaise. Parallèlement, la rupture avec l'Église catholique et la fondation de l'Église anglicane ont modelé le paysage religieux britannique pour les siècles à venir. Cette réforme religieuse ne fut pas seulement spirituelle, elle servit de levier pour renforcer le pouvoir absolu du souverain. Des personnages secondaires, tels que Thomas More et Thomas Cromwell, eurent une influence déterminante sur la politique d'Henri. More, fidèle catholique, s'opposa fermement à la rupture avec Rome et fut exécuté pour trahison. Cromwell, homme d'État habile et pragmatique, fut l'artisan politique de la réforme et des dissolutions des monastères. Leur destin témoigne des enjeux complexes et parfois brutaux que ce règne imposa à ses serviteurs et conseillers. La dimension internationale du règne d'Henri VIII est notable. Le roi chercha à positionner l'Angleterre parmi les grandes puissances européennes, nouant des alliances stratégiques avec la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. Chaque décision matrimoniale fut aussi un moyen de renforcer ces liens ou d'en finir avec certains. Cette diplomatie fluctuante reflète les enjeux géopolitiques majeurs du XVIe siècle, où la quête de pouvoir se mêlait aux rivalités religieuses et territoriales. Sur le plan domestique, la politique d'Henri se caractérisa par une centralisation accrue du pouvoir. Il réforma le système judiciaire, renforça le contrôle sur le Parlement et imposa sa volonté par des mesures souvent sévères. Le roi engagea également des projets culturels ambitieux. Patron des arts et des humanistes, contribuant à une renaissance anglaise, tout en affirmant son image majestueuse et autoritaire. Cette dualité entre mécénat et répression est une constante de son règne. La création de l'anglicanisme, bien plus qu'une simple rupture religieuse, entraîna un profond remodelage social. Les monastères furent dissolus, leurs richesses nationalisées, ce qui bouleversa l'économie rurale. Cette politique redistribua les terres aux nobles favorables au roi, renforçant leur loyauté. Mais elle provoqua aussi des résistances populaires, des révoltes locales et des tensions durables dans plusieurs régions du royaume. Ce contexte social éclaire la complexité des transformations politiques engagées. Henri VIII demeure une figure controversée. Son règne incarne à la fois la grandeur et la brutalité, l'innovation et le conservatisme. Sa volonté d'unifier politique et religion sous son autorité laisse un héritage ambivalent, tantôt glorifié, tantôt critiqué. La diversité de ses mariages illustre les dilemmes auxquels il fut confronté en tant qu'homme et souverain, entre désir personnel et besoin de préserver la stabilité du royaume. Son parcours fascine toujours par ses paradoxes. Le roi mourut en 1547, après 38 ans de règne, laissant un royaume profondément transformé. Son fils Édouard succéda à la couronne, mais la marque d'Henri VIII restait omniprésente dans la politique, la religion et la société anglaise. La dynamique religieuse initiée sous son règne conditionna les évolutions futures, notamment sous le gouvernement d'Élisabeth Ière, qui prit place suivant les traces complexes et parfois conflictuelles laissées par son père. Cette analyse détaillée du règne d'Henri VIII montre combien l'histoire de l'Angleterre Tudor se révèle indissociable des choix personnels de son souverain. La fusion du politique et de l'intime dans ses décisions expose les fragilités et les forces d'un pouvoir absolutiste en mutation. L'épisode de ses mariages successifs et de la scission religieuse est une clé pour comprendre les bouleversements majeurs du XVIe siècle anglais et leurs répercussions à travers les siècles. Chacun des faits évoqués participe à dessiner un portrait nuancé d'un monarque imposant, à la fois ambitieux et vulnérable, dont les actions résonnent encore dans la mémoire historique. De cette époque émergent des tensions qui éclairent les racines des conflits religieux et politiques plus récents. Témoignage d'une transition difficile entre médiéval et moderne. La suite de cette histoire nous conduira à explorer les conséquences directes de cette réforme religieuse sur la société anglaise et ses institutions.
L'intrigue autour d'Anne Boleyn. Anne Boleyn était une figure centrale de la cour d'Henri VIII au cours de la première moitié du XVIe siècle. Née dans une famille noble, elle grandit au sein de la cour anglaise et passa une partie de sa jeunesse à la cour de France. Cette éducation raffinée lui permit de développer une certaine aisance intellectuelle et sociale qui fit d'elle une femme remarquable aux yeux de nombreux nobles et membres de la cour. Son charme et son esprit attirèrent l'attention du roi Henri VIII, dont l'intérêt pour elle finit par bouleverser la politique anglaise. Le roi Henri VIII, roi d'Angleterre depuis plusieurs années, était déjà marié à Catherine d'Aragon. Cependant, leur union ne lui avait pas donné d'héritier mâle, ce qui était une source majeure de préoccupation pour la dynastie Tudor. À cette époque, un héritier mâle était crucial pour assurer la succession du trône et la stabilité politique du royaume. La rencontre avec Anne Boleyn apporta une nouvelle dynamique à la situation. Henri fut séduit et, développant des sentiments profonds pour Anne, il chercha à annuler son mariage avec Catherine afin d'épouser Anne. L'annulation de ce mariage ne fut pas une simple procédure. En effet, l'Église catholique, sous l'autorité du pape, refusa d'autoriser cette annulation. Cette décision intensifia les tensions entre Henri VIII et l'Église, le poussant à rompre avec Rome et à créer l'Église d'Angleterre, dont il devint le chef suprême. Ce bouleversement religieux et politique permit à Henri d'annuler son mariage avec Catherine et d'épouser Anne Boleyn en secret, avant de célébrer publiquement cette union. Anne devint alors reine consort d'Angleterre, au cœur d'une cour où rivalité et intrigue étaient fréquentes. Cependant, la situation d'Anne à la cour ne fut jamais stable. Dès le début de leur mariage, elle essuya de nombreuses critiques. Certains nobles la voyaient comme une étrangère ambitieuse cherchant à s'imposer de manière trop rapide. De plus, la naissance d'une fille, Élisabeth, ne suffisait pas aux attentes dynastiques, car les Tudors souhaitaient un héritier mâle. Anne et Henri eurent plusieurs grossesses qui se soldèrent par des fausses couches ou des enfants mort-nés, ce qui affaiblit la position politique d'Anne. Parallèlement, la cour d'Henri VIII était un lieu de jalousie et de complot. Plusieurs membres influents, insatisfaits de la place croissante d'Anne, complotèrent pour la renverser. Ces complots impliquaient souvent des accusations graves, comme la trahison, l'adultère et même la sorcellerie. Ces accusations étaient employées comme des armes politiques, bien que souvent infondées. Anne fut confrontée à une enquête sévère et à un procès où les preuves manquaient de solidité, mais où la volonté politique d'Henri VIII et de ses conseillers était manifeste. Le procès d'Anne Boleyn fut marqué par une grande rapidité et une absence de véritable défense. Elle fut déclarée coupable de conspiration contre le roi, d'adultère et de trahison. La condamnation à mort fut une décision politique avant tout, destinée à éliminer un obstacle à la succession d'Henri et à permettre au roi d'épouser une autre femme, Jane Seymour. L'exécution d'Anne eut lieu en 1536, une date gravée dans l'histoire anglaise comme un moment de basculement crucial pour la dynastie Tudor. Après sa mort, le destin d'Anne Boleyn fut reconsidéré par les historiens et la culture populaire. Pour certains, elle représente une victime des machinations politiques et de l'obsession d'Henri pour un héritier. Pour d'autres, elle incarne une femme forte et ambitieuse qui a su marquer son temps malgré un contexte hostile. Sa fille, Élisabeth, deviendra plus tard l'une des monarques les plus célèbres d'Angleterre, connue pour sa longévité et ses réformes, ce qui donne une autre dimension à l'héritage d'Anne. L'histoire d'Anne Boleyn illustre parfaitement les luttes de pouvoir et les intrigues qui régnaient à la cour des Tudors. Elle incarne la complexité des relations entre le pouvoir monarchique, l'Église et les familles nobles. Son ascension et sa chute démontrent combien le destin personnel peut être étroitement lié aux enjeux politiques majeurs. Sa vie rappelle aussi que la quête du pouvoir peut mener à des choix dramatiques,
parfois tragique, dans la quête de maintien de la dynastie. Les événements entourant Anne Boleyn modifièrent profondément la monarchie anglaise et les institutions religieuses du pays. La rupture avec Rome engendrée par le désir d'Henri VIII de divorcer de Catherine d'Aragon fut un moment fondateur de l'histoire anglaise. Ce changement permit non seulement la diversification des alliances politiques, mais aussi la réorganisation des relations entre le royaume et l'Église. Anne Boleyn, par sa présence, fut au cœur de ce bouleversement politique et religieux, bien qu'elle ait payé un prix élevé. L'influence d'Anne sur la culture et la politique anglaise ne s'arrête pas à sa mort. Sa fille Élisabeth Ière a hérité d'une situation politique fragile, avec un trône contesté. Élisabeth approfondit la réforme en Angleterre et établit un règne stable et prospère. Cette continuité dynastique, malgré les chutes et les conflits, montre que les actions d'Anne ont eu un impact de longue durée. La cour des Tudors resta un lieu où les ambitions personnelles et politiques se mêlaient étroitement, jusqu'à l'influence certaine de la reine Élisabeth. Ainsi, en retraçant l'histoire d'Anne Boleyn, on comprend mieux le climat politique chargé d'angles morts, d'alliances fragiles et d'enjeux religieux qui caractérisa la période Tudor. Sa vie fut un exemple dramatique de la manière dont les ambitions et les passions du roi ont façonné l'Angleterre. Cette période est essentielle pour saisir les fondations politiques et sociales qui préparèrent les évolutions futures du royaume anglais, ouvrant la voie à une histoire riche et complexe qui continue à fasciner. En suivant ce fil, la prochaine étape invite à découvrir comment le règne d'Henri VIII évolua après la disparition d'Anne Boleyn, notamment à travers ses mariages successifs, qui ponctuèrent son pouvoir de conflit et d'alliance stratégique. Ces transformations continuèrent à influencer profondément la dynastie Tudor et la politique européenne dans son ensemble. Les conséquences de la rupture avec Rome. La rupture avec Rome, initiée par Henri VIII au début du XVIe siècle, a provoqué des transformations profondes et durables qui ont bouleversé non seulement les structures religieuses, mais aussi les fondements sociaux et politiques du royaume d'Angleterre. Ce n'était pas seulement la séparation d'avec l'Église catholique, mais une redéfinition du pouvoir spirituel et temporel qui allait définir le cours de l'histoire anglaise pour les décennies à venir. Cette démarche résultait en partie d'un conflit personnel et dynastique, notamment le souhait du roi d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Mais les conséquences allaient bien au-delà des questions matrimoniales. Le premier acte officiel de cette rupture fut l'acte de suprématie, adopté par le Parlement en l'an 1534. Cet acte proclamait Henri, 8 chefs suprêmes de l'Église d'Angleterre, ôtant ainsi toute autorité au pape sur les affaires religieuses du royaume. Cette décision radicale permit au roi de contrôler les nominations ecclésiastiques, la doctrine et la discipline religieuse. Elle engendra également une scission au sein des élites politiques et religieuses, certains soutenant fermement la réforme, tandis que d'autres demeuraient fidèles à Rome, menant à des tensions exacerbées. La confiscation des monastères fut une étape clé de cette transformation. Entre les années 1536 et 1541, plusieurs centaines de monastères furent dissous, leurs richesses confisquées par la couronne. Cette mesure, justifiée officiellement par la prétendue corruption et la décadence des institutions monastiques, permit d'enrichir considérablement le trésor royal. Cependant, elle perturba la vie des communautés locales qui dépendèrent de ces établissements pour l'éducation, la charité et le soutien spirituel. Les anciens moines et religieuses durent s'adapter à de nouvelles réalités souvent difficiles. Du point de vue doctrinal, la rupture avec Rome amorça un processus de réforme au sein de l'Église d'Angleterre. Les doctrines catholiques traditionnelles furent remises en question progressivement. Les pratiques telles que la vénération des saints ou le culte des reliques furent limitées, et la Bible en langue anglaise fut promue afin que les fidèles puissent,
accéder directement aux textes sacrés. Ce changement entraîna une transformation des pratiques liturgiques et une redéfinition de la foi commune, plus enracinée dans une compréhension personnelle et moins dans les médiations institutionnelles. Politiquement, la nouvelle Église d'Angleterre devint un instrument du pouvoir royal, centralisant l'autorité et affermissant le contrôle sur les territoires et les populations. Cela permit à Henri VIII de consolider son autorité face aux forces internes et externes qui menaçaient son règne. Néanmoins, cette centralisation suscita de nombreuses résistances, notamment des rébellions populaires comme celle du Pilier des Révoltés en l'année 1536, qui fut rapidement réprimée mais témoignait d'un mécontentement profond parmi les paysans et la noblesse conservatrice. Les répercussions sociales furent également considérables. La dissolution des monastères provoqua une redistribution massive des terres et des richesses, favorisant l'émergence d'une nouvelle classe de propriétaires terriens loyaux au roi. Cette évolution modifia la structure sociale traditionnelle, affaiblissant l'influence de l'Église par rapport à la noblesse et à la bourgeoisie montante. Par ailleurs, l'ascension de l'anglicanisme comme religion officielle créa une nouvelle identité nationale, distincte de celle des autres nations catholiques européennes, ce qui allait influer sur les relations internationales. Les successions au trône après Henri VIII ne firent que renforcer les enjeux liés à cette rupture religieuse. Son fils Édouard VI, sous la régence des protestants, poursuivit la réforme en approfondissant l'anglicanisme. Sa mort prématurée ouvrit la voie à Marie Ier, surnommée la Sanglante, en raison de sa tentative de rétablir le catholicisme et persécuter les protestants. Son règne exacerba les divisions confessionnelles et accentua la violence religieuse, provoquant une période de grande instabilité. La réaction d'Élisabeth Ier, sa demi-sœur, consista à établir un équilibre délicat entre catholiques et protestants, stabilisant le pays tout en renforçant l'autorité de l'Église d'Angleterre. Du côté international, la rupture avec Rome isola l'Angleterre de ses alliés catholiques traditionnels, notamment de l'Espagne et de la France. Cette situation rendit plus complexes les affaires diplomatiques et militaires, contribuant à l'apparition de conflits tels que les guerres anglo-espagnoles. En même temps, elle permit à l'Angleterre de développer une politique indépendante, favorisant l'expansion navale et la colonisation, processus qui allait façonner son destin mondial pour les siècles futurs. Ainsi, l'impact de la rupture religieuse déborda largement les frontières du pays. La transformation culturelle, accompagnant la réforme, fut aussi visible dans les arts et l'éducation. L'enseignement se concentra sur les textes bibliques et la liturgie en langue vernaculaire, réduisant l'influence du latin et des traditions médiévales. Par ailleurs, de nombreux artistes et écrivains durent s'adapter à la nouvelle idéologie officielle, produisant des œuvres moins centrées sur les saints et la dévotion catholique que sur des thèmes plus nationaux et moraux. Cette reconfiguration culturelle contribua à façonner une conscience collective différente, aujourd'hui considérée comme un tournant majeur de l'histoire britannique. En résumé, la rupture avec Rome fut un tournant décisif qui modifia profondément le royaume d'Angleterre sur de multiples plans. La création de l'Église d'Angleterre, le renforcement du pouvoir royal, la redéfinition des pratiques religieuses, mais aussi les conséquences sociales, politiques et internationales, attestent de l'ampleur de ce bouleversement. Ce chapitre de l'histoire des Tudors illustre comment une décision royale peut engendrer des transformations complexes aux répercussions durables, transformant le pays et préparant le terrain pour les conflits et les évolutions suivantes. Tout en comprenant ces dynamiques, il devient évident que les intrigues, jeux de pouvoir et choix religieux se mêlent étroitement dans le tissu complexe de la période Tudor. Pour approfondir ces aspects et mieux saisir la suite des événements, nous pourrons désormais examiner comment ces mutations influencèrent directement les protagonistes de la cour, leurs alliances changeantes et les mécanismes du pouvoir. L'héritage d'Édouard VI est la régence.
L'histoire d'Édouard VI, roi d'Angleterre, se déroule dans un contexte d'instabilité profonde liée à sa minorité. Monté sur le trône à l'âge de 9 ans, il hérite d'un royaume secoué par les récentes réformes initiées par son père, Henri VIII. Dès le départ, l'exercice du pouvoir est confié à un conseil de régence présidé par son oncle, le duc de Somerset, un homme ambitieux dont la gouvernance marque les premières années du règne. Ce temps est caractérisé à la fois par de grands espoirs de modernisation et par des conflits intestins qui vont influencer durablement la trajectoire du pays. La régence de Somerset cherche à consolider les acquis de la réforme religieuse commencée sous Henri VIII, tout en poursuivant l'élimination des vestiges du catholicisme traditionnel. Sous son administration, le pays voit l'introduction du livre de la prière commune, qui devient un élément clé de la liturgie anglicane. Ce texte, promu comme un compromis entre catholiques et protestants, reçoit pourtant un accueil mitigé et suscite de vives résistances, notamment dans le nord de l'Angleterre. Ces tensions religieuses se doublent d'une crise économique importante aggravée par les guerres contre l'Écosse et la France. Parallèlement, les opposants au duc de Somerset ne cessent de manœuvrer. Le clan mené par John Dudley, comte de Warwick, critique ouvertement la gestion du pouvoir par Somerset qui semble de plus en plus isolé. Dudley incarne une figure politique plus prudente et pragmatique, opposée à l'autoritarisme de Somerset. Après plusieurs affrontements politiques, Warwick parvient à réduire son rival au silence, devenant lui-même le lord protecteur du royaume. Sous sa direction plus ferme, la politique intérieure connaît une réorganisation, orientée davantage vers la stabilisation du royaume et la limitation des excès des premières années. Les tentatives de réforme religieuse ne s'arrêtent cependant pas avec le départ de Somerset. Warwick poursuit le projet réformiste, mais fait preuve d'une certaine modération. Par exemple, il favorise l'application de lois visant à contrôler les pratiques religieuses et à renforcer la position de l'Église anglicane sans pour autant provoquer une fracture définitive. Il instaure également une surveillance accrue des prêtres et des religieux, cherchant à éviter le retour des tendances catholiques tout en évitant les excès puritains. Cette période est marquée par un équilibre fragile entre réforme et conservatisme. Sur le plan international, la minorité d'Édouard VI place l'Angleterre dans une position délicate. Les alliances fluctuantes et les conflits avec la France et l'Écosse obligent le royaume à mobiliser des ressources considérables. La guerre contre l'Écosse, notamment la bataille de Pinkie en 1547, est une tentative d'imposer un mariage entre le jeune roi et Marie Stuart pour unifier les deux pays. Ce projet échoue, alimentant les tensions frontalières et amplifiant les troubles dans le royaume. Ces événements pèsent lourd sur la régence et créent une atmosphère de méfiance généralisée. Le roi Édouard lui-même apparaît souvent détaché des affaires publiques, ce qui est compréhensible vu son âge et sa santé fragile. Il est toutefois profondément imprégné par l'éducation protestante qu'il reçoit, ce qui influence son point de vue sur les réformes en cours. Malgré sa jeunesse, il manifeste un intérêt pour la théologie et montre un certain désir de renforcer les principes réformés dans le royaume. Malheureusement, son règne est bref. Il meurt à la moitié de son adolescence, laissant derrière lui un héritage ambigu et un pays divisé sur le plan religieux et politique. L'héritage d'Édouard VI est ainsi marqué par une période de transition durant laquelle des idées nouvelles prennent racine malgré une forte résistance. La régence a joué un rôle crucial, parfois contesté, dans la conduite de cette transformation. Elle a permis de faire avancer la réforme, mais a aussi laissé apparaître les limites d'un pouvoir exercé dans l'incertitude et le conflit. Ce moment de l'histoire des Tudors illustre parfaitement les enjeux complexes de gouvernance sous la minorité d'un monarque, dans un royaume en quête d'identité entre tradition et modernité. Le décès prématuré d'Édouard déclenche de nouvelles luttes pour le pouvoir, à la fois au sein de la famille royale et parmi les nobles. La succession devient un sujet brûlant,
notamment avec la mise en avant d'autres prétendants au trône, où l'influence religieuse devient un facteur déterminant. Ce contexte prépare le terrain pour la montée sur le trône de personnages dont les décisions auront des répercussions profondes sur l'avenir de l'Angleterre. L'instabilité de cette époque perpétue ainsi des divisions qui marqueront durablement la maison Tudor et le pays tout entier. La suite de cette histoire nous conduira à explorer ces enjeux avec plus de détails. La restauration catholique sous Marie Eyre. Marie Eyre monta sur le trône en 1545 à une époque où l'Angleterre vacillait entre le protestantisme et le catholicisme. Fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, elle portait en elle la détermination farouche de restaurer la foi catholique que son père avait rejetée. Sa volonté de redresser l'Église romaine se traduisit rapidement en une politique rigoureuse et parfois implacable. Dès son couronnement, elle engagea un rétablissement systématique du catholicisme, mettant fin aux avancées protestantes liées à l'ère de son frère Édouard VI. Sous son règne, qui dura 5 ans, le retour de la messe latine et des rites traditionnels devint une priorité nationale. Marie Eyre fit abroger les lois hérétiques instaurées auparavant et réintégra dans leurs fonctions les évêques qui s'étaient démontrés fidèles à Rome. Toutefois, cette restauration ne s'opéra pas sans heurts ni résistance. Beaucoup parmi la noblesse et le peuple s'étaient acclimatés à la nouvelle foi et voyaient d'un mauvais œil le renouveau des anciennes pratiques, jugées par certains comme régressives et oppressives. L'ancienne héritière devint rapidement célèbre sous le surnom qui la poursuivit de Bloody Mary, en raison des persécutions religieuses qu'elle ordonna. Le Parlement ratifia plusieurs textes permettant de juger et de condamner les hérétiques à la peine capitale. Plus de 300 protestants furent brûlés vifs, notamment des figures majeures telles que Thomas Cranmer, ancien archevêque de Cantorbéry. Ces exécutions publiques avaient pour but non seulement d'effrayer les dissidents, mais aussi d'affirmer la puissance retrouvée du catholicisme comme ciment de la société anglaise. L'intensité de ces mesures provoqua un climat d'insécurité politique et sociale considérable. Beaucoup craignaient non seulement pour leur foi, mais aussi pour leur vie. Des familles furent divisées, et l'autorité de la reine fut contestée dans plusieurs régions. Paradoxalement, cette répression religieuse attisa davantage les tensions entre catholiques et protestants, préparant le terrain pour des conflits à venir. Les exécutions ne parvinrent pas à éteindre le souffle réformateur et, à certains égards, renforcèrent la résistance silencieuse envers la monarchie. Marie Eyre chercha des alliances fortes pour consolider son pouvoir et légitimer sa politique restauratrice. Son mariage avec Philippe d'Espagne, issu de la puissante dynastie des Habsbourg, incarnait cette ambition. Ce mariage permit une alliance stratégique avec un empire catholique dominant, renforçant ainsi la position internationale de la reine. Toutefois, cette union ne fut pas populaire en Angleterre. Beaucoup voyaient en ce souverain étranger une menace pour l'indépendance du royaume. La méfiance envers Philippe alimenta les critiques et la défiance à l'égard du règne. La politique matrimoniale de Marie reflétait non seulement un désir d'affirmation nationale, mais aussi une tentative d'enracinement profond du catholicisme. Elle espérait que cette union apporterait une stabilité durable, capable d'écraser définitivement le protestantisme. Pourtant, les oppositions internes, renforcées par la crainte d'une domination étrangère, restèrent un obstacle majeur à ses projets. Ce mariage ne donna aucun héritier, ce qui affaiblit la succession et prépara le terrain pour des luttes dynastiques à venir. Pendant ces années, l'économie souffrit également des conséquences des conflits religieux et des bouleversements politiques. Les dépenses royales élevées, notamment celles liées aux campagnes militaires contre les derniers bastions protestants en Écosse, alourdirent les finances du royaume. Le commerce fut perturbé par les hostilités croissantes, et les tensions sociales engendrèrent une certaine instabilité dans la vie quotidienne des sujets. La reine dut donc constamment jongler entre ses ambitions spirituelles
et les réalités politiques et économiques. Le règne de Marie-Ire fut marqué par un retour aux anciens rites, mais aussi par une volonté de réconcilier les esprits sans succès notable. Malgré ces efforts, la société anglaise restait profondément divisée. Le souvenir de son intense zèle catholique engendra une méfiance durable face à toute tentative de restauration religieuse stricte. Ces tensions allaient préparer un changement radical sous le règne de sa sœur Élisabeth, qui réussirait à instaurer une politique plus modérée et pragmatique. Dans ce contexte chargé d'intrigues et de confrontations, la dynastie des Tudors se trouvait à la croisée des chemins. Le règne de Marie-Ire rappela combien la question religieuse restait un enjeu crucial pour le pouvoir en Angleterre. La détermination de la reine, bien qu'extrême, n'empêcha pas une nouvelle évolution vers une monarchie plus équilibrée. Ce passage douloureux illustra les risques encourus lors de tentatives de changements radicaux dans une société en mutation profonde. Ce temps de restauration catholique sous Marie-Ire ne fut donc pas seulement une lutte pour la foi, mais une véritable bataille pour l'âme du royaume. La particularité de son règne résida dans la manière dont elle combinait volonté personnelle, pression politique et alliance internationale pour tenter de réorienter le cours de l'histoire anglaise. Malgré l'impopularité de ses méthodes, son impact sur la dynastie Tudor et sur le pays resta considérable, jetant des bases qui influenceraient durablement la suite des événements. Alors que le pays émergeait de ces années de tension et de violence, le défi majeur consistait désormais à apaiser les divisions, préserver l'unité et garantir la succession. La perspective d'une nouvelle ère se dessinait à l'horizon avec l'avènement imminent d'Élisabeth, dont les choix allaient profondément marquer l'Angleterre dans les décennies suivantes. La fin du règne de Marie posait ainsi les fondations indispensables d'un changement politique et religieux plus modéré, auquel ces turbulences avaient préparé le terrain. Le long règne d'Élisabeth Ire. Élisabeth Ire monta sur le trône d'Angleterre en l'année 1589, héritière d'une dynastie marquée par les conflits religieux et politiques. Son règne, qui dura plus de 45 ans, fut caractérisé par une habile politique de compromis qui permit de stabiliser un royaume épuisé par les luttes internes. Elle sut naviguer entre les différentes factions, évitant les extrêmes et cherchant à unir son peuple autour d'un sentiment national puissant. Dès son accession, Élisabeth fit preuve d'une grande prudence dans le choix de ses conseillers, optant pour ceux qui partageaient sa vision d'un royaume modéré et prospère. Son approche pragmatique se manifesta notamment dans la restauration de l'Église d'Angleterre. Elle établit un équilibre subtil entre catholicisme et protestantisme, sans jamais imposer une orthodoxie rigide. Ce compromis religieux fut essentiel pour apaiser les tensions et consolider son autorité. Sur le plan diplomatique, Élisabeth fit preuve d'une grande habileté, évitant les guerres coûteuses tout en imposant le respect de l'Angleterre sur la scène européenne. Son soutien discret mais déterminé aux réformes protestantes à l'étranger complétait une politique extérieure prudente. Par ailleurs, elle sut utiliser le mariage comme levier politique, explorant les alliances potentielles avec diverses maisons royales, sans jamais consentir à une union qui menacerait son indépendance. Le rôle d'Élisabeth en tant que mécène des arts fut tout aussi emblématique. Sous son règne, la culture anglaise connut un élan remarquable, porté par l'essor du théâtre et des lettres. Des figures comme William Shakespeare émergèrent, faisant de cette période un âge d'or culturel. La reine assista à l'institutionnalisation d'une identité anglaise fondée sur la langue, les traditions et les exploits maritimes. Par ailleurs, la stabilité interne permit un développement économique important. Élisabeth favorisa la création de compagnies commerciales et encouragea l'exploration lointaine, notamment vers l'Amérique du Nord. Ces initiatives posèrent les bases d'un empire colonial naissant, source future de richesse et de puissance pour l'Angleterre.
La reine sut ainsi conjuguer vision stratégique et gestion habile des ressources du royaume. Les menaces extérieures ne manquaient pourtant pas, notamment de la part de l'Espagne et de la papauté, opposées à la politique religieuse anglaise. La célèbre attaque de l'armada espagnole en 1588 fut brillamment repoussée par une flotte anglaise inférieure en nombre mais supérieure en stratégie. Ce succès militaire renforça l'aura d'Élisabeth en tant que souveraine capable de défendre ses intérêts avec fermeté tout en évitant des conflits prolongés. Élisabeth, malgré sa ferme volonté politique, cultiva l'image magique d'une reine vierge, consacrée à la nation plus qu'à un époux. Cette posture renforça son autorité en inscrivant son règne dans une perspective quasi mystique, où son pouvoir était perçu comme un don divin. Cette légitimité symbolique participa à l'unité du royaume et à la longévité de son règne, malgré les rivalités et complots à sa cour. Ses capacités de négociation furent aussi mises à l'épreuve dans la gestion des affaires parlementaires, où elle sut imposer son pouvoir tout en ménageant les ambitions des nobles. La relation complexe qu'elle entretenait avec le Parlement illustre la finesse de sa politique intérieure, fondée sur la combinaison de fermeté et d'écoute. Son règne permit ainsi de poser les bases d'une monarchie constitutionnelle plus apaisée. L'influence culturelle d'Élisabeth alla bien au-delà des frontières de son royaume. Sa cour attira intellectuels, artistes et diplomates, faisant d'Angleterre un centre d'échange et d'innovation. La langue anglaise gagna en prestige, relayée par les œuvres littéraires de l'époque. Cette dynamique créa un sentiment de fierté nationale qui transcenda les conflits religieux et politiques, consolidant une identité commune. En somme, le règne d'Élisabeth Ire fut une période de consolidation où les tensions du passé se transformèrent en fondations solides pour l'avenir de l'Angleterre. Par son habileté politique, sa prudence religieuse, ses succès militaires et son mécénat culturel, elle sut faire naître un âge d'or qui marqua durablement l'histoire. Son héritage influença profondément les dynasties suivantes et la place de l'Angleterre dans le monde. Alors que le royaume continuait de prospérer, les ambitions et les défis du siècle à venir appelaient de nouvelles réponses, posant les jalons d'épisodes à venir dans cette saga dynastique. La scène était prête pour l'arrivée de ceux qui reprendraient le flambeau, entre intrigues renouvelées et évolutions majeures. Ainsi se poursuivait la grande histoire des Tudors, toujours pleine de surprises et d'enseignements précieux. Les complots et menaces pendant le règne d'Élisabeth Ire. Durant le règne d'Élisabeth Ire, l'Angleterre fut le théâtre d'une multitude de complots et de trahisons qui révélèrent la fragilité de la stabilité politique malgré la puissance affichée de la reine. Les tensions entre factions rivales étaient omniprésentes, chaque groupe cherchant à renforcer sa position ou à éliminer ses adversaires pour prendre un avantage sur la scène politique intérieure et extérieure. Parmi les intrigues les plus célèbres, la conspiration de Babington marque un tournant décisif. Anthony Babington et ses complices, soutenus par des catholiques fervents, projetèrent d'enlever Élisabeth et d'installer Mary Stuart sur le trône. La découverte de ce complot grâce à un réseau d'espions diligents dirigé par Francis Walsingham permit à la reine d'asseoir davantage son autorité et de condamner Mary Stuart à l'exécution. La présence de Mary Stuart en Angleterre, véritable pierre angulaire des complots catholiques, intensifia les divisions. Elle incarnait l'espoir des forces opposées à la politique protestante d'Élisabeth, ce qui renforçait la peur permanente d'un soulèvement soutenu par l'Espagne ou la France. La reine devait alors naviguer entre prudence et fermeté pour éviter que cette menace ne débouche sur une guerre civile. Les relations diplomatiques avec l'Espagne, notamment après l'échec de la Grande Armada en 1588, exacerbèrent les tensions. Le soutien financier et logistique que Madrid apportait à certains opposants anglais alimentait les conspirations à Westminster et dans la haute noblesse.
L'influence espagnole se traduisait aussi par un afflux d'espions et d'activistes catholiques déterminés à renverser le statu quo. Au sein même de la cour d'Élisabeth, la méfiance était une constante. Les figures de pouvoir s'affrontaient sans relâche, parfois en usant du poison ou de calomnie pour éliminer leurs rivaux. Robert Dudley, favori de la reine, joua un double jeu délicat, tentant de maintenir son influence tout en se méfiant des ambitions de William Cecil et de Francis Walsingham, ses principaux conseillers. L'émergence des puritains ajouta une couche supplémentaire de complexité. Ces réformateurs religieux réclamaient une rigueur accrue dans la conduite religieuse du royaume, critiquant les compromis d'Élisabeth avec l'Église anglicane. Les puritains se trouvaient souvent en opposition avec des courtiers plus modérés, ce qui exacerbait les fractures politiques et alimentait les suspicions de complot fomentées par des extrémistes. La gestion habile d'Élisabeth consistait à jouer sur les rivalités pour préserver son autorité. Elle savait utiliser les loyautés divisées pour affaiblir ses ennemis tout en consolidant sa position. Son habileté à manipuler les informations, à organiser la surveillance du royaume et à instaurer une atmosphère de vigilance constante permit d'éviter la plupart des menaces directes contre sa personne et son pouvoir. Parallèlement, la question financière constituait un facteur aggravant. Les dépensiers de la cour, les guerres intermittentes et le soutien aux forces protestantes en Europe nécessitaient des ressources considérables. Certains nobles, poussés par des difficultés économiques, étaient tentés par la trahison ou la participation à des complots en quête de secours. Cette précarité matérielle renforçait la fragilité des alliances politiques. Le rôle des femmes dans ces intrigues ne peut être ignoré. Des figures comme Mary, reine d'Écosse, incarnèrent la menace extérieure, mais aussi la complexité politique des alliances matrimoniales et dynastiques. Même des proches d'Élisabeth, tels que Lettice Knollys, provoquaient des tensions au sein de la noblesse par leurs relations et leurs partis pris, brouillant souvent les frontières entre amitié et rivalité. Un autre complot marquant fut celui d'Amias Paulet autour de l'enlèvement supposé de la reine et l'intervention de ses partisans à la frontière écossaise. Cet événement illustre bien l'implication des réseaux transfrontaliers et l'esprit d'insurrection qui caractérisait certains nobles écossais désireux d'influencer le contexte anglais en faveur de leurs intérêts personnels ou religieux. La surveillance étroite instaurée dans la capitale joua un rôle crucial dans l'échec de nombreux complots. Les espions de Walsingham déjouaient souvent les plans avant qu'ils ne puissent se concrétiser. Cette police secrète était certes invasive, mais elle offrait à la reine un avantage stratégique indéniable, lui permettant de maintenir une avance constante sur ses adversaires. Cependant, malgré cette vigilance répandue, plusieurs tentatives firent vaciller la stabilité. Les conspirateurs rivalisaient d'ingéniosité pour contourner la surveillance, utilisant des codes, des échanges discrets et des passages clandestins. La nature même de ces complots révèle la tension permanente et la fragilité du pouvoir royal face à une société divisée par la religion et les ambitions politiques. Au fil du temps, la persécution des catholiques se renforça avec plusieurs arrestations et exécutions symbolisant la fermeté du régime face aux opposants. Cette répression, tout en écartant certains dangers immédiats, attisa la haine chez les partisans de la foi romaine, nourrissant ainsi le cycle des trahisons et des représailles. La peur de la conspiration était alors devenue un moteur essentiel des décisions politiques. L'équilibre instable entre autorité et opposition caractérisa donc la seconde moitié du XVIe siècle en Angleterre. Élisabeth, consciente de la fragilité de sa position, sut s'appuyer sur un réseau complexe d'alliances et d'espionnage pour se maintenir au pouvoir. Sa capacité à anticiper et neutraliser les menaces fit de son règne un modèle de gouvernance mêlant prudence et exemplarité. Cette période démontra aussi l'impact profond que les conflits religieux pouvaient avoir sur la politique.
Le duel entre protestants et catholiques dépassait les simples croyances personnelles pour s'incarner dans des luttes de pouvoir, des alliances internationales et des mouvements sociaux. Le trône d'Angleterre devenait ainsi l'enjeu d'une bataille idéologique aux ramifications multiples. À travers toutes ces intrigues, la figure d'Élisabeth Eyre se dessine comme celle d'une souveraine déterminée à protéger son royaume contre les déchirements internes et les ingérences étrangères. Sa vigilance et sa maîtrise des réseaux de renseignement préfigurent les techniques modernes de lutte contre la subversion politique, confirmant ainsi son rang dans l'histoire. Alors que les complots se multipliaient, la reine n'hésitait pas à user de la justice pour frapper fort. Les procès publics de conspirateurs tels que Sir Anthony Babington envoyèrent un message clair sur la gravité des menaces et la détermination du pouvoir à les éliminer. Ce traitement rigoureux contribua à dissuader une partie des opposants, tout en suscitant parfois controverse quant à la nature de ce pouvoir exécutif. L'importance des alliances européennes ne saurait être sous-estimée. L'appui intermittent de puissances comme la France ou l'Espagne alimentait les réseaux d'opposition en Angleterre, transformant les intrigues internes en enjeux internationaux. La lutte d'Élisabeth pour contrer ces influences extrêmes soulignait la complexité d'un pouvoir royal à la fois menacé et respecté. Le soutien populaire fut un autre élément essentiel. Élisabeth sut cultiver une image de souveraine juste et protectrice, gagnant la loyauté de nombreux sujets malgré les tensions persistantes. Cette popularité relative servait à asseoir son autorité face aux factions rivales, renforçant ainsi une cohésion fragile mais réelle au sein du pays. La richesse culturelle et intellectuelle de la cour favorisa aussi le développement d'un cercle d'influence où les alliances changeaient souvent de camp. Les artistes, écrivains et penseurs jouèrent un rôle indirect mais significatif dans la représentation du pouvoir et le soutien à la politique royale. Leur production servait parfois de moyen de propagande ou de critique voilée. Au total, cette période fut marquée par une attente constante, une sorte de vigilance collective face aux possibles coups de théâtre. Cette ambiance tendue façonna la politique et la société, incitant chacun à faire preuve de prudence et de stratégie dans ses rapports avec les autres. La cour d'Élisabeth était un lieu où chaque mot et chaque geste pouvaient avoir des conséquences majeures. Les tensions religieuses débouchèrent finalement sur des conflits ouverts. Mais bien avant cela, ce furent les dangereuses manœuvres des comploteurs qui donnèrent au règne d'Élisabeth Eyre une dimension dramatique souvent sous-estimée dans les récits populaires. Comprendre cette complexité enrichit la vision que l'on peut avoir de cette époque charnière. En résumé, la trame des complots et des trahisons pendant le règne d'Élisabeth décrit un Royaume-Uni en proie à des affrontements incessants entre factions rivales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'équilibre fragile entre stabilité et chaos permit néanmoins à la reine de construire une autorité durable qui influencerait profondément l'histoire future. Au moment où les menaces sur le pouvoir se faisaient les plus vives, Élisabeth démontra une capacité remarquable à conjuguer diplomatie, renseignement et justice, installant ainsi un modèle d'exercice du pouvoir fondé sur une vigilance constante et un contrôle rigoureux de son environnement politique. Cette période complexe précéda les transformations majeures à venir pour la monarchie anglaise, qu'il nous faudra examiner attentivement. La fin de la dynastie Tudor. La dynastie Tudor, qui a marqué profondément l'histoire de l'Angleterre, connaît un lent déclin après une période de puissance incontestable. Cette évolution n'est pas le fruit d'un événement isolé, mais bien le résultat d'un enchaînement complexe de facteurs politiques, religieux et dynastiques qui, avec le temps, conduisent à son remplacement par la dynastie des Stuarts. Le long règne d'Henri VIII avait assuré à la famille Tudor un prestige immense, notamment grâce à ses réformes religieuses majeures avec la création de l'Église anglicane. Cependant, cette rupture avec Rome avait aussi semé les germes de conflits internes. Sous le règne de ses enfants,
la fragile unité de la dynastie commença à s'éroder. Édouard VI, le fils unique d'Henri VIII, succéda à son père à un âge très jeune, provoquant un vide de pouvoir exploité par des factions rivales. Bien que son règne fût court, les réformes protestantes qu'il initia creusèrent davantage le fossé religieux au sein du royaume. Sa santé fragile et son décès prématuré plongèrent le pays dans une instabilité accrue. Mary Parr, sœur d'Édouard, monta alors sur le trône avec l'ambition de restaurer le catholicisme. Son règne, marqué par la répression des protestants, lui valut le surnom de Marie la sanglante. Ce passage brutal attira la colère et la peur chez une grande partie de la population, ce qui affaiblit d'autant plus la monarchie. Sa mort, sans héritier, ouvrit la voie à sa demi-sœur, Élisabeth Ier. Sous le règne d'Élisabeth Ier, le royaume connut un âge d'or culturel et un renforcement de sa position internationale. Toutefois, elle resta sans enfant, ce qui posait un problème majeur pour la succession. Cette absence d'héritier direct engendra des tensions autour de la continuité dynastique. L'un des éléments clés menant à la fin des Tudors fut donc la question délicate de la succession. Élisabeth Ier, consciente des risques liés à sa situation, adopta une politique prudente et évita de désigner clairement un prétendant. Cette omission créait un flou qui ne fit qu'attiser les rivalités au sein de la cour et au-delà. La maison Stuart, descendante des Tudors par la lignée maternelle de Marie Stuart, reine d'Écosse, se profilait en candidat naturel à la succession. Pourtant, les liens entre l'Écosse et l'Angleterre n'étaient pas simples, marqués par des siècles de conflits et de rivalités. La montée de la famille Stuart représentait donc une transition à la fois politique et symbolique, annonçant un nouvel ordre. Le décès d'Élisabeth sans héritier en 1017 clôt le chapitre Tudor. L'accession au trône de Jacques VI d'Écosse, sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre, inaugura la dynastie Stuart. Ce transfert dynastique fut globalement pacifique, mais accompagné d'enjeux diplomatiques majeurs, notamment la nécessité d'unifier des royaumes historiquement distincts. Cette transition marqua aussi un tournant dans la politique anglaise, avec des défis nouveaux liés à la coexistence de traditions différentes et à la consolidation du pouvoir royal. Les intrications entre religion et pouvoir, déjà à l'œuvre sous les Tudors, continuèrent d'influencer profondément la politique et la société. Ainsi, la chute des Tudors ne se fit pas dans la violence d'une révolution, mais par le jeu délicat des alliances, des successions et des équilibres politiques. Leur héritage, bien que riche, laissait place à une nouvelle ère, dessinant les contours de l'Angleterre moderne. Par cette transition, un chapitre se ferme tandis qu'un autre s'ouvre, préparant le terrain pour les événements qui suivront sous la dynastie Stuart et qui façonneront encore longtemps l'histoire britannique. L'héritage durable des Tudors. L'influence des Tudors sur l'histoire britannique et européenne reste, des siècles après leur règne, une source majeure d'études et de réflexion. Leur dynastie, qui s'étend sur un peu plus d'un siècle, a façonné non seulement le paysage politique, mais aussi religieux et culturel, inscrivant ses marques profondes dans la mémoire collective. À travers des figures emblématiques telles qu'Henri VII, Élisabeth I ou encore Jeanne Seymour, il est possible d'appréhender les dynamiques complexes du pouvoir Tudor. Les Tudors ont su transformer une Angleterre fragmentée en une puissance centralisée, grâce à une réorganisation administrative rigoureuse et à des réformes judiciaires qui ont renforcé l'autorité royale. Henri VIII, par exemple, a réformé l'Église d'Angleterre, rompant avec Rome pour des motifs politiques, mais aussi personnels, ce qui a déclenché une série de changements religieux profonds qui résonnent encore dans la société britannique contemporaine. Cette rupture avec le catholicisme a été un moment charnière, provoquant à la fois tensions et transformations qui ont modelé l'identité anglaise. Sur le plan culturel, la Renaissance Tudor
a vu l'essor des arts sous l'impulsion de mécènes royaux. La littérature, la musique et l'architecture ont prospéré, illustrant le désir de grandeur et d'affirmation nationale. Les réalisations artistiques d'écrivains comme Thomas More ou de poètes à la cour d'Élisabeth Ire témoignent d'une époque riche en innovation intellectuelle. Par ailleurs, la langue anglaise a été profondément marquée par cette période, avec un accroissement de la production écrite et une diffusion plus large de la culture grâce à l'imprimerie émergente. Les intrigues et trahisons qui ont jalonné le règne des Tudors illustrent également la nature du pouvoir. La rivalité entre factions, les alliances matrimoniales stratégiques et les exécutions parfois brutales font partie intégrante des récits de cette famille. Chaque monarque a dû naviguer entre défiance et loyauté, construisant son autorité dans un contexte de conflits internes et externes souvent violents. Ces épisodes ont laissé un héritage ambivalent, mêlant génie politique et tragédie humaine. Élisabeth Ire, dernière grande représentante de la dynastie, a incarné une politique d'équilibre délicat entre l'affirmation d'une monarchie forte et la gestion de crises politiques. Sa longévité sur le trône et sa diplomatie habile ont contribué à stabiliser le royaume, posant les bases d'un empire britannique à venir. Sous son règne, l'Angleterre a renforcé ses positions maritimes et commerciales, jetant les fondations d'une influence mondiale durable. Les contributions des Tudors au domaine des institutions publiques ne doivent pas être sous-estimées. Le développement du Parlement, le renforcement du système judiciaire et la mise en place de pratiques administratives modernes ont marqué une évolution importante vers un État plus organisé. Ce processus a pavé la voie aux transformations politiques des siècles suivants, y compris la montée du parlementarisme et la limitation progressive du pouvoir monarchique. L'impact religieux des Tudors, loin d'être uniquement une rupture, est également une période de synthèse et d'adaptation. La création de l'Église anglicane a permis une coexistence fragile entre traditions anciennes et innovations doctrinales. Cette dualité a souvent provoqué tensions et persécutions, mais a aussi nourri un esprit de tolérance relative qui caractérisera, à certains moments, la société anglaise. La question religieuse est restée au cœur des débats politiques, témoignant de la complexité de cet héritage. Sur le plan économique, la politique Tudor a encouragé un développement progressif du commerce et de l'industrie. Le soutien royal aux explorations maritimes a favorisé l'ouverture à de nouveaux marchés et a stimulé les activités commerciales. Cela a conduit à une croissance économique soutenue, même si elle a été inégalement répartie, avec une montée en puissance de la bourgeoisie urbaine. Cette évolution a préparé le terrain aux transformations économiques de l'époque moderne. Par ailleurs, la culture Tudor a influencé la langue anglaise et la littérature, marquant le passage d'une médiévalité encore présente à une modernité naissante. Les œuvres littéraires de cette période ont exploré des thèmes variés, alliant humanisme et réflexion morale, ce qui a contribué à enrichir le patrimoine culturel britannique. Le mécénat royal a encouragé la création d'œuvres qui demeurent des références majeures, témoignant de la vitalité intellectuelle de l'époque. Enfin, le rôle central des femmes dans la dynastie Tudor apporte une dimension essentielle à son héritage. Figures comme Catherine d'Aragon ou Anne Boleyn, bien qu'ayant souffert des conflits politiques, ont joué un rôle crucial dans les dynamiques de pouvoir et les alliances. Élisabeth Ire, par son règne long et stable, a bouleversé les normes de genre et offert un modèle de souveraineté féminine qui reste un objet d'étude et d'admiration. Ce parcours à travers l'ère Tudor révèle donc une dynastie multiple, entre pouvoir, culture, religion et transformation sociale. L'impact de ces monarques s'étend bien au-delà de leur temps, imprégnant durablement l'histoire britannique. Alors que le monde évoluait vers la modernité, les Tudors ont été des acteurs clés de cette transition, mêlant ingéniosité politique et construction identitaire. Alors que nous nous apprêtons à explorer la suite de ce récit,
il est important de garder à l'esprit combien cet héritage complexe nourrit encore aujourd'hui notre compréhension du pouvoir et de la société. Le temps des Tudors nous offre une leçon précieuse sur la permanence et le changement, ouvrant la voie à de nouvelles histoires à venir dans la mémoire collective.